Hmm? Oui, oui, d'abord, on fait d'abord ça, et puis on va faire l'autre exemple. On va faire le maximum d'exemples possible. Alors, suite. Ok. Donc, supposons que je crée une variable ici char que j'appelle genre et je demande à l'utilisateur de saisir son genre. Entrée, autre genre. Et dans ce cas, si on sait que une personne peut saisir genre avec toutes les lettres, genre par exemple masculin, nous, comme notre variable c'est juste un caractère, on va préciser qu'il peut saisir soit M ou F. Là, le message est un peu plus clair. On va scanner. Pourcentage C, E commercial, genre. Et maintenant, on fait switch genre. Et là, on met case. On met F. Printf. Avec un break. Un autre case. M. Is the default. Hein? Oui. Donc je change. Je mets M et je mets F. Tu as bien vu. Voilà. Donc, qu'est-ce que je viens de faire là? J'ai demandé de saisir un caractère qui représente le genre et j'ai précisé que il doit choisir soit M ou bien F. On est bien d'accord? Parce que si vous demandez à une personne de saisir genre, la personne peut saisir masculin. Mais nous, on sait que la variable ici, c'est juste un caractère, donc je dois être un peu plus précis dans mon message. Et là, maintenant, une fois qu'il fournit le genre, je teste le genre avec un switch. Et je dis, switch genre, c'est-à-dire si ce qui se trouve dans genre se trouve être M, alors fais-moi ceci. Si ce qui se trouve dans genre, c'est F, alors fais-moi cela. Si ce qui se trouve dans genre n'est ni F ni M, alors fais-moi ce qui se trouve ici. C'est ce que cela veut dire. Et si je lance le programme là, ok, là je saisis F, et là, qu'est-ce qui se passe? Il rentre dans le case, voilà. Il rentre dans le case qu'on a mis. Le case de une côte F là, il rentre dedans. Et ensuite, il dit, vous êtes une femme. Pourquoi? Parce qu'ici, on a dit que lorsqu'il verra que dans genre, c'est F, alors il rentre ici. S'il voit ce qui se trouve dans genre, c'est M, alors il rentre là. Alors, donc là, je vais encore fermer, je relance, je vais saisir M. Je vais saisir M. Et si je saisis M, on voit que là, il dit vous êtes un homme.
Il dit juste, vous êtes un homme. On est bien d'accord? Donc, il ne rentre pas en même temps dans le case de F pour afficher vous êtes une femme. Ça, c'est parce qu'on a mis un break. À chaque case, on met un break. Après, tout à l'heure, je vais vous montrer quand, si je ne mets pas break, qu'est-ce qui va se passer. Maintenant, là, d'abord, je vais saisir, on a déjà saisi F, on a saisi M, on a vu qu'on rentre bien dans les cases. Et maintenant, je vais saisir un autre caractère que M ou bien F. Je saisis autre chose. Supposons que je saisis A. Je demande de saisir le genre et la personne saisit A. Et dans ce cas, il va dire quoi? Voilà, donc il part dans ce qu'on appelle le default, dans la mesure où ce qui est saisi ne figure pas parmi la liste des options possibles. C'est ce qu'on appelle le case default. On aura toujours comme ça. En fait, il faut juste penser ça comme ça. Même si vous présentez des programmes à des personnes et que vous leur dites exactement ce qu'il faut faire, c'est possible que la personne ne fait pas exactement ce que vous demandez. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont peut-être mal intentionnés ou peut-être pas forcément mal intentionnés, mais qui n'étaient pas peut-être concentrés. Et c'est normal, c'est possible que la personne fournisse une information qui ne figure pas parmi ce que vous lui demandez. Donc, il est important pour les switch cases d'avoir ce qu'on appelle le case default. Maintenant, j'ai dit quoi? Supposons que je ne mets pas ce break-là pour le case M et que je lance ce programme. Je vais choisir M. Si je choisis M, on voit qu'il dit vous êtes un homme, vous êtes une femme. On est bien d'accord? Lorsque vous n'avez pas le break, qu'est-ce qui se passe? Il va rentrer dans le case et rentrer dans le case suivant. Donc le break permet tout simplement d'arrêter l'exécution. Si on rentre dans un case, on ne peut pas rentrer dans un autre case en même temps. On est bien d'accord? Donc l'instruction break permet tout simplement d'arrêter l'exécution de notre case. Plus tard, on verra que ça arrête en réalité l'exécution d'une structure itérative. Plus tard, on va comprendre ça. Mais donc, à chaque case, on n'oublie pas de mettre break. Et donc, c'est comme ça que la structure conditionnelle ou bien la structure à choix multiple fonctionne. En fait, il n'y a pas autre chose à comprendre. Mais comprenez bien qu'on utilise ça si on ne teste qu'une seule variable. On utilise switch case si on teste qu'une seule variable et que les valeurs possibles de la variable, on les connaît à l'avance. Suivez bien. Switch case et if permet de tester des conditions. On utilise switch case lorsque on teste la condition sur une seule variable et que la valeur ou bien les valeurs possibles de la variable, on les connaît à l'avance. Dans ce cas, on utilise switch case. Mais on sait que dans un programme, on peut dire que le programme demande à ce que la personne, du moins, on saisit son nom, son prénom, ainsi de suite. Et maintenant, on vérifie que, par exemple, le nom, c'est job, et puis que la personne est majeure. Ça veut dire qu'on teste deux informations distinctes. On teste le nom et on teste l'âge. On dit, par exemple, pour qu'on puisse avoir accès à peut-être, je sais pas, la salle, il faudrait qu'on soit étudiant, on est bien d'accord, et puis qu'on s'inscrit. Bon, normalement, quand on s'inscrit, on est déjà étudiant. On est bien d'accord? Mais on suppose que vous êtes majeur un tout petit peu, même s'il y a des gens peut-être qui ne sont pas majeurs aussi parmi nous. Mais voilà, donc, on suppose, on vérifie en fait deux informations en même temps. Lorsqu'on veut vérifier deux informations en même temps, on n'utilise pas switch case. Parce que lorsqu'on utilise switch case, on vérifie une seule variable. Donc, si on dit, dans le programme, vérifier si le nom c'est job et que l'âge de la personne est supérieur à 34, donc ça veut dire 35. Donc si on doit comparer pour dire que les deux conditions là doivent être vérifiées, dans ça là, ou bien dans ce cas, on ne peut pas utiliser switch case. Obligatoirement, on va utiliser un if. Un if peut tester sur une seule variable. On a vu que ça c'est une seule variable, if peut aussi tester. Mais if peut tester sur plusieurs variables, c'est-à-dire qu'on vérifie si plusieurs conditions fonctionnent ou bien sont remplies. On est bien d'accord? Donc, quand est-ce qu'on utilise switch case et quand est-ce qu'on utilise if? C'est dans ça, dans mes explications que je vous dis exactement ce qu'il faut faire. On utilise switch case si on teste le contenu d'une seule variable et qu'on connaît les valeurs à l'avance. Sinon, on utilise carrément le si. Mais si vous voulez même, vous n'êtes pas obligé d'utiliser switch case parce que if fait tout ce que fait switch case. Mais quand même, c'est beaucoup plus joli à voir qu'un if. On est bien d'accord? Un switch case est beaucoup plus joli. Donc, dans certaines conditions, dans certains cas, il faut utiliser switch case. On va prendre l'exemple, par exemple,
On demande à une personne, supposons que on va faire un petit exercice. Nous, l'exercice, c'est quoi? On demande à une personne de saisir deux valeurs, donc la valeur de A, la valeur de B. A, B. Et on lui demande de choisir ou bien de saisir un opérateur. Et un opérateur peut être plus, moins, multiplication, division. On est d'accord? Il y a ce qu'on appelle le reste de la division aussi, qu'on appelle modulo. Ici, c'est pourcentage. Donc, supposons que on demande à un utilisateur de faire la saisie de ces trois informations, de saisir deux nombres, de saisir un opérateur, et en fonction de l'opérateur, de faire le calcul et afficher le résultat. C'est bien, on saisit trois choses. On saisit deux valeurs, deux nombres si vous voulez, et on saisit un opérateur. Donc si on a saisi deux nombres A et B et qu'on a saisi plus, ça veut dire qu'on doit faire l'addition de A plus B. Si on saisit deux nombres et que l'opérateur qui a été saisi c'est étoile, donc on fait le produit de A fois B. Vous comprenez ce que cela veut dire? On est bien d'accord? Ok, donc dans ce cas-là, on peut utiliser ce qu'on appelle le switch case. Et plus tard, on peut même créer ce qu'on appelle un menu, plus tard. Et lorsqu'on parle de créer des menus, on utilisera beaucoup plus ce qu'on appelle les cases, les switch cases. Parce que lorsqu'on parle de menu, on connaît l'option possible des menus. Vous savez ce que c'est que les menus, n'est-ce pas? Voilà, donc, lorsque vous voyez dans un programme, on utilise des menus, on est obligé d'utiliser les switch cases parce qu'on connaît l'option ou bien l'ensemble des options possibles. Maintenant, revenons à notre cas ici. Ça veut dire qu'on va avoir trois choses. Le contenu de A, le contenu de B, et puis une variable qu'on appelle choix ou bien OP. Bon, on va dire OP pour l'opérateur. Donc, ici, ça serait un int, puis ce serait un int, et celui-là, ça serait un char. Pourquoi un char? Parce que nous, on veut sauvegarder dans OP une des informations là. Et si ce n'est pas un char, on ne peut pas sauvegarder plus à l'intérieur. On n'a pas besoin d'une chaîne parce que c'est une seule chose. C'est bon? Ok, maintenant, donc, comment concrètement ça va marcher? Je crée juste un nouveau fichier. Alors, je vais faire opération. Maintenant, ce qui est bien en programmation, c'est que je peux faire ça et je vais coller ici. En tout cas, ce n'est pas refusé en programmation. Par contre, ce qui sera refusé, c'est d'avoir exactement le même contenu. Ok. Donc là, j'ai ma fonction principale et ici, je crée une variable qui s'appelle OP, qui sera tout simplement l'opérateur. Tu es bien, tranquille. Et je crée deux nombres. Je zoome. Je crée deux nombres, int A et je mets B. Ok. Donc, pour pouvoir commencer, on va lui demander de saisir les deux nombres là. On peut dire entrer deux nombres. Sachez que nous, on peut saisir des nombres là, on peut les saisir un à un, mais on peut saisir les deux nombres en même temps. C'est-à-dire, on peut demander de saisir le premier nombre, printf scanf, et on demande de saisir le deuxième nombre avec un printf scanf. Mais vous pouvez aussi factoriser. Ça veut dire demander de saisir les deux nombres en même temps et scanner les deux nombres en même temps. Concrètement, comment on peut faire ça? Donc, j'ai dit dans le scanf, entrer deux nombres, et ici, je mets les deux formats. Je mets %D pour lui dire de saisir deux nombres. Et ici, après, je mets virgule, je mets E commercial. Le premier nombre sera stocké dans quoi? Dans A, virgule. Le deuxième nombre sera stocké dans quoi? Dans B. Ok. Maintenant, si vous n'êtes pas habitué ou bien que vous ne maîtrisez pas ça, sachez que vous pouvez faire comme on avait l'habitude de faire, saisir une à une les informations. Mais dans un souci de rapidité, on peut faire ça comme ça. Ok. Là, maintenant, on a saisi les deux informations. Il nous reste maintenant à demander à l'utilisateur de saisir un opérateur. On lui dit veuillez saisir un opérateur. Veuillez saisir un opérateur. Et puis, on va mettre entre parenthèses choix disponible. Bon, il faudrait que je fasse un retour à la ligne. Je fais d'abord anti/n. Je fais un autre printf. Je dis choix
disponible et je mets ici les options pour lui expliquer exactement quand je lui dis opérateur, qu'est-ce que lui, il doit saisir. Il faudrait qu'il sache en fait. Donc ça, ou bien ça, ou bien slash, ou bien c'est pourcentage. Et on a dit pourcentage, c'est pour calculer le reste de la division. Donc c'est juste un message que j'affiche. Bon, disons j'affiche 2 messages. Mais le deuxième message, c'est pour être beaucoup plus explicite, pour qu'il puisse savoir exactement ce que j'attends de lui. Et là, je fais un scanf pourcentage C, E commercial, OP. Voilà, donc j'ai saisi 2 informations qui sont des entiers et une information qui est un opérateur, un caractère. L'objectif, c'est de dire quoi? C'est le fait de faire le calcul en fonction de l'opérateur. Donc, ça veut dire qu'on va faire le choix sur OP. On ne fait pas le choix sur A, on ne fait pas le choix sur B. On fait le choix ici sur l'opérateur. Donc, en disant suite OP, voilà. Là, maintenant, on va préciser quelles sont les valeurs possibles qui peuvent être dans OP. Dans chaque case, on met l'option possible. Par exemple, on dit case, si c'est plus, ça veut dire qu'on a saisi plus dans OP. On est bien d'accord? Et donc, on va dire ce qui se passe lorsque ce qui se trouve dans OP est plus. Notre objectif, c'est de faire le calcul. On peut créer une variable et faire la somme et afficher. Mais on peut afficher aussi le résultat de la somme directement. C'est aussi possible. Par exemple, je peux dire printf, la somme donne, et on met pourcentage D, et je mets ici, entre parenthèses, A plus B. Ça aussi, c'est possible de le faire. Ou bien, vous créez une variable et vous faites la variable reçoit A plus B et puis vous affichez la variable. Sinon, si vous n'avez pas une variable résultat, vous pouvez afficher directement le résultat d'un calcul. Mais concrètement, comment? Dans le format se trouve ici, dans les doubles codes. Et après virgule, vous mettez parenthèse, vous faites le calcul. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va afficher le résultat du calcul. Et donc, si ça vous semble compliqué, créez une variable résultat. Et avant de faire printf, vous dites résultat est égal à plus b. Et puis après, vous affichez le résultat. Mais c'est la même chose. C'est bon? C'est bon? Ok, si c'est bon, on va partir sur le case suivant. Case qu'on appelle moins. Si on choisit moins, printf, la différence donne pourcentage D. La somme est égale, la différence est égale. Voilà, pourcentage D. Et là, je mets entre parenthèses A moins B. Et je n'oublie pas de mettre le break. Voilà. Donc, si je choisis plus, on fait la somme. Si je choisis moins, on fait la différence. OK. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça, quand même, c'est bien présenté. Maintenant, il nous reste la multiplication, ça va être étoile. On fait printf. Le produit est égal pourcentage D, virgule, A étoile B. Break. Ensuite, case. Oui, bon, on va d'abord mettre le slash. Maintenant, lorsqu'on fait slash, qu'est-ce qui se passe? Normalement, lorsqu'on choisit slash, on doit... Slash, c'est pour faire quoi? Pour faire la division. Donc, normalement, je dis bien, normalement, on doit faire ça. On va dire quoi? Le quotient, oui, madame, le quotient est égal. Normalement, ça doit être pourcentage F1, n'est-ce pas? Et donc, ici, on va mettre entre parenthèses float. Et puis, on met A slash
c'est grand A slash grand B. Après, vous pouvez créer une variable pour pouvoir éviter toutes ces choses-là. Vous pouvez créer une variable pour éviter ça. Là, je mets une parenthèse de plus. OK. Donc, le résultat de ce calcul-là, il fait une conversion en float pour récupérer la partie décimale parce que c'est deux nombres entiers que je divise. Donc, logiquement, on s'attend à ce qu'on écrit ça comme ça. Mais qui peut me dire quel est le souci dans ça là? Qui peut me dire quel est le souci dans la partie slash? Quel serait un potentiel souci, oui? On est bien d'accord. À chaque fois, c'est-à-dire que vous ne devez même pas réfléchir, même si on vous réveille et qu'on vous demande de faire une division, vous lui demandez d'abord est-ce que le diviseur là, est-ce qu'il est différent des zéros? Obligatoirement. C'est-à-dire que vous ne réfléchissez pas. On ne peut pas faire une division avec 0. Même si vous avez une option division et qu'on ne vous dit pas dans l'exercice, vous savez que vous ne pouvez pas diviser par 0. Puisque c'est l'utilisateur qui saisit A, c'est lui qui saisit B, il peut saisir 0 dans B. Donc, ici, ça là, ça serait possible uniquement avec un if B différent de 0. Alors, on fait ça. Maintenant, ici, je ne vais pas mettre parenthèse, crochet, accolade. Je ne vais pas mettre accolade. Je vous ai dit qu'un if peut avoir accolade ou pas. Mais quand est-ce qu'on utilise l'accolade? Si dans le if, là, ça dit que si la condition est vérifiée, on déclenche plusieurs lignes de code. Mais si c'est une seule ligne de code, on n'a pas forcément besoin d'ouvrir l'accolade. On est bien d'accord? Lorsqu'on écrit if comme ça, et qu'on ouvre l'accolade et qu'on met une seule ligne, ça marche. Qu'on n'ouvre pas et qu'on met une seule ligne, ça marche. Mais ce qui n'est pas accepté, c'est quoi? Vous écrivez 3 lignes de code qui appartiennent au if sans avoir à mettre l'accolade. On est bien d'accord? Si vous ne mettez pas d'accolade et que vous écrivez 3 choses qui dépendent du if, c'est uniquement la première chose qui va dépendre du if. Dans ce cas, vous êtes obligé de mettre l'accolade. Ici, on n'a qu'une seule instruction. Je ne suis pas obligé de mettre accolade pour que le code puisse être un peu plus joli. Mais comprenez bien qu'il faut forcément vérifier si le dénominateur est différent de 0. Alors, l'opérateur modulo, pourcentage, tout simplement veut dire qu'on cherche le reste de la division. Mais quoi qu'il en est, c'est une division. C'est-à-dire que c'est le même principe. C'est bon? Le même principe revient ici. On teste d'abord le diviseur avant de chercher. Voilà. Si c'est différent de 0, printf, le reste de la division est égal. Normalement, le reste de la division, c'est forcément un entier. Un entier divisé par un entier, le reste, c'est un entier. Et là, je mets entre parenthèses A modulo B. Voilà, maintenant, dans la mesure où il choisit quelque chose qui ne figure pas parmi la liste des opérateurs qu'on a établi ici, on va aller dans le case pour lui dire printf choisissez un opérateur entre, et je vais aller prendre ce qui était là. Donc, je lui demande de choisir un opérateur parmi la liste là. Voilà. Donc, on est sûr que si on arrive ici, c'est que ce qu'il a été saisi, ou bien il a saisi, donc OP ne figure pas là. Donc, on lui affiche en disant, choisissez un opérateur entre ces informations-là. OK, let's go. On va essayer, et puis on va revenir sur le code. Là, je saisis deux nombres. Maintenant, lorsque vous faites scanf comme ça, comme je l'ai fait ici, comme ça, scanf A et B, et que vous devez saisir deux valeurs. Par exemple, là, je saisis 23, je fais espace et je saisis le deuxième nombre. Eh bien, d'accord? Je saisis 2. Donc, ça veut dire que j'ai saisi les deux nombres. OK. Maintenant, je demande de saisir l'opérateur. Ce qui se passe là, il ne nous laisse pas la possibilité de saisir l'opérateur. L'autre jour, on avait un problème. Je pensais que c'était ce problème-là. Mais on avait corrigé, ce n'était pas le même problème.
Et maintenant, vous voyez, en fait, ici, on a bien demandé de saisir l'opérateur, mais ici, il n'a pas laissé la possibilité de scanner. On est bien d'accord? Bon, attends. J'espère que je n'ai pas fait une erreur et que c'est vraiment l'erreur là qu'on veut corriger. Non, ici, c'est bon. On a bien demandé de saisir. Alors, dans ça là, en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce genre d'erreur? La dernière fois, ce que je voulais expliquer, c'est quoi? Lorsqu'on lance un programme et que le programme s'exécute en mémoire, il se peut que lorsqu'on arrête le programme ou bien lorsqu'on fait les choses, la mémoire est remplie. Il y a une mémoire qu'on appelle le buffer. Le buffer, c'est quoi? C'est une zone de mémoire où l'enlace a l'habitude d'écrire. On est d'accord? Et donc, si ou bien la mémoire elle est remplie, lui, il ne peut pas écrire après. Lorsqu'on demande scanf, c'est pour qu'on puisse écrire quelque chose dans la mémoire du buffer. Mais si la mémoire est remplie, lui, il ne peut plus écrire dans la mémoire. C'est pourquoi il saute le scanf là. Maintenant, pour libérer ce qu'on appelle la mémoire, on va utiliser, là où on n'a pas la possibilité de saisir, là, une fonction qui s'appelle fflush. Et puis, on écrit stdin. En fait, quand on dit ça, ça veut dire tout simplement qu'on lui demande de libérer la mémoire. Si lui, il voit que la mémoire, elle est pleine. Il libère la mémoire, et lorsque la mémoire est libérée, on peut saisir dans la mémoire. Donc, fflush stdin sera utilisé lorsque vous n'arrivez pas à saisir. Mais d'abord, il faudrait que vous écrivez bien la syntaxe de saisie. Comme ici, j'ai bien écrit la syntaxe de la saisie, mais sauf que je n'ai pas la possibilité de saisir. Dans ce cas, je sais que la mémoire était remplie. Et qu'est-ce que je fais? Avant la ligne qui a été sautée, je mets fflush, comme vous le voyez, entre parenthèses stdin, pour lui dire de libérer d'abord la mémoire. Et maintenant, si la mémoire est libérée à cet instant-là, il va autoriser tout simplement la saisie dans la mémoire. On va recompiler. Et on va vérifier encore à nouveau. Voilà. OK. Je saisis 23 et je saisis 2. Là, maintenant, il demande V saisir un opérateur. Il marque une pause pour que je puisse saisir l'opérateur. On est bien d'accord? Et donc là, je saisis un opérateur. Si je saisis D, OK, choisissez un bon opérateur. Parce que l'opérateur que j'ai saisi ne figure pas parmi la liste là. Ça, c'est ce qu'on appelle le default. OK. Je choisis cette fois-ci un bon opérateur parmi la liste qu'on a précisée. Je mets encore 23, 2. Et là, maintenant, je vais faire étoile. Étoile, c'est comme ça. Et lorsque je fais étoile, il dit le produit est égal. Donc, automatiquement, il sait ce que c'est que le choix qui se trouve dans l'opérateur là. On est bien d'accord? Parce qu'on a bien dit là-bas, si ce qui se trouve dans OP switch, OP case, étoile, ça veut dire si ce qui se trouve dans OP c'est étoile, alors fais-moi le calcul du produit. Le produit vaut 46. Et donc c'est ce qu'on appelle la structure conditionnelle à choix multiple. La syntaxe ne changera pas. On met switch, le nom de la variable, et puis chaque case représente une valeur possible qu'on peut avoir dans la variable. Maintenant, quand vous avez cette valeur, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous le mettez ici entre le case et le break. Vous dites ce qui doit se passer si cette valeur-là se trouve dans la variable. Marcel, c'est bon maintenant? Un peu? Pas encore. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais vous laisser la possibilité de faire quelque chose. Je vous avais expliqué quelque chose ici en disant, on peut saisir un mois. Supposons que je vous demande de saisir un mois sous forme d'un entier, une valeur entière. Vous saisissez un mois sous format d'une valeur entière et du moins, votre objectif, c'est d'afficher le mois en termes de lettres, c'est-à-dire toutes les lettres en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on saisit le mois 12, ça veut dire que vous devez afficher décembre. Votre objectif, c'est de saisir un mois sous format d'une valeur entière. Et ensuite, de m'afficher c'est quoi le mois en lettres. Pas une lettre, mais genre afficher toutes les lettres du mois. Quand je saisis 12, vous affichez décembre, c'est-à-dire tout, décembre. Oui, même si c'est long, mais le plus important, c'est d'abord de comprendre la notion en pratique. Vous comprenez? Essayez, et je passe, vérifier et on corrige. L'exercice, je répète, il est question de saisir un mois sous format d'une valeur entière. Et une fois que tu as le mois,
tu affiches c'est quoi le mois sous forme de lettres qu'on a l'habitude de voir. Nous, lorsqu'on voit des mois, on voit décembre. Mais moi, je ne vous demande pas de saisir décembre. Je vous demande de saisir exemple. Voilà, exactement. Oui. Ok. Bon, je gère d'abord celui-là. Oui. Oui, ça c'est là. C'est là. Après, ok, là, je vais voir comment est-ce que je vais m'organiser. Je vais surtout pendant les congés de dézoomer. Le problème, c'est que si je dézoome, toi, tu peux bien voir, mais ceux-ci sont. Mais bon, c'est bon? Ça, c'est. Hein? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue. Tu le vois en haut là-bas. C'est bon? Est-ce que le bloc qui. Non, si tu as pris des expliqué, il faudrait que tu sois. Là, je ne vois pas. Ça la connexion. Mais le fil ici, ça marche. Ça marche pas. Bon. Attends, je te partage mon truc là. Mon fil. Je te partage. C'est ça même que tu as déjà choisi. Parce que ça va capter sa vie. Entre notre genre, F, ok. Dans le livre, c'est uniquement une formation. Et la variable payée formation. C'est bon? Maintenant, vas-y, lance. Je vais voir l'installation. Le premier. Voilà. Laisse ça comme ça. À gauche, tu vois les trois points du premier, là où il y a rouge. Les trois points là où il y a rouge. Tu vois rouge? Voilà. Bien sûr, ce que c'est.
Je cherche GDB. GDB. Si ta machine ne marche pas, pourquoi tu ne testes pas directement? Pourquoi tu ne testes pas directement? Des choses dans la pratique. La théorie, c'est pas mauvais. Ah oui, c'est bon? Fais voir. Ok, nice. Mais c'est bien, machallah. Tu as plus de haut que de haut. Puisque tu as été là. Ah bon? Oui. Oui, ici par exemple, moi, qu'est-ce que vous faites? La prochaine fois, ceux qui sont derrière, vous allez vous mettre devant. C'est-à-dire demain. Ceux qui sont derrière, demain, vous allez vous mettre ici. Je vais vous voir tous devant. Devant. Voilà. Quel est le logiciel? Tu demandes à tes collègues, ils te passent ça, tu
Qu'est-ce que l'on dit? Qu'est-ce que c'est? La valeur aussi qui se trouve sur la valeur. Quand tu mets janvier, ça veut dire ce que tu sais bien actuellement. Oui. Bon, c'est déjà pas mal. C'est ça le truc. Ici, c'est bon. Ben, c'est ça. Oui, c'est ça. Après, tu peux personnaliser. Tu peux personnaliser. Parce que si tu mets quelque chose, ça veut dire que la variable est affichable. Bon, les 13. À 15, on corrige. À 15. Dans 2 minutes, on corrige. Dans 2 minutes. Yo, c'est bon? 8e mois. Marcel, c'est bon? 8e mois. 8e mois, c'est quoi? Ici. Il est à quel mois? Regarde bien ce qui se passe de l'autre côté. Tu vas voir. Tu vas voir un peu. Regarde. On suffit de saisir la seconde.
suivez? On va corriger. On corrige. Alors, donc, l'exercice qui vous a été demandé de faire, donc je vais faire moi en lettres. Je donne ça comme le nom du fichier. Je fais this include studio int main. Bon, ceux qui ont eu du mal à faire ou bien ceux qui ont un peu de soucis, ceux qui n'ont même pas fait aussi, suivez. Parce que je connais ceux qui n'ont pas fait. Int, on va créer une variable de type int. C'est bon? C'est ce que j'ai demandé. On crée une variable de type int, moi. Et on va lui dire printf. J'ai vu aussi des gens qui ont bien affiché le message. C'est-à-dire dans le message, ils ont été explicites. Ils ont dit entrer un nombre entre et ils ont précisé 1 et 12. Là, ce sont des choses qui sont correctes. On est bien d'accord? Ça permet tout simplement de montrer à l'utilisateur exactement ce qu'on attend. Quand je mets crochet comme ça 1 à 12, j'ai vu beaucoup de gens qui ont essayé de faire ça et c'est bien. Parce que l'utilisateur sait exactement ce qu'on attend de lui. Même s'il ne donne pas peut-être forcément ce qu'on veut, mais au moins, on est bien précis. Et là, je fais pourcentage D et commercial mois. Donc d'abord, vous saisissez le mois. Printf, scanf. Et qu'est-ce qu'on dit? Après, on dit suite, et on met le mois. On fait un suite sur le mois et on met case, c'est-à-dire quoi? Comme on saisit un entier. Si vous saisissez des entiers, vous mettez case, la valeur entière. Si vous saisissez un caractère, vous mettez case, une cote, la valeur. Si vous saisissez un réel, case, chiffre, virgule, sans code. On est bien d'accord. Comme c'est un int, je mets case 1. Ça aurait été un char simple, je mets case et puis une cote. C'est bon? Et maintenant, je dis case 1, printf, janvier. Bon, moi, je vais juste faire comme ça. OK. Et je mets break. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est juste les autres cases. Voilà. Je fais 2 et puis je copie comme ça. Ça va faire février. Faire. Maintenant, ici, pourquoi je ne mets pas anti/n? Parce que plus tard, je n'ai pas un autre message que j'affiche. Donc, pas besoin. Mais si après, je affiche d'autres choses, je vais mettre des anti/n. Donc, je mets break. Et là, comme l'a dit votre collègue, ce qui est bien en programmation, c'est qu'on peut faire ça. Copier, coller et update. Mars. Avril. Et on peut faire ça. Copier. Coller. Coller. Et donc, ici, 1, 2, 3, 4. Ça va faire 5. Avril. Mai. Juin. Juillet. Août. Septembre. Octobre. Novembre. Attention. CTRL Z. Novembre. Ainsi, on aura décembre vers la fin. Mais également, on n'oublie pas un default printf. Le mois doit être entre crochet 1 et 12. Le mois. Puisque c'est ce qu'on lui demande en fait. On est bien d'accord? Ok.
Bon, j'ai mis être avec S1. Après, je vais enlever ça. Et j'ai mis entre avec sans R. Ok, donc là, si je saisis par exemple 4, et effectivement, il me dit que c'est avril. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je mets d'abord entre. J'efface. Ok, donc regardez bien. C'est aussi simple que cela. J'ai demandé de saisir un mois. Une fois qu'on a le mois, je fais juste un suite sur le mois. C'est comme si je testais if le mois. Et maintenant, pour chaque case, je dis si le mois vaut combien. Et je dis si c'est 1, alors fais-moi cela. Sinon, si le mois c'est 2, fais celui-là. Sinon, si le mois c'est 3, fais ceci. Jusqu'à ce que, si le mois est 12, fais cela. Et le dernier sinon, c'est-à-dire que si aucun choix parmi les 12 n'a été fait, on va y venir ici pour lui dire le mois doit être un mois valide entre 1 et 12. Donc, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué que ça. C'est bon? Astou? Hortense? Ici? Boy? Madame, ça va? Bon, toi, tu avais aidé l'ami, donc normalement, tu as compris. Ok. Maintenant, jusque-là, c'est bon. Et il y a des choses qui sont encore beaucoup plus intéressantes à apprendre en maths. Suivez bien. C'est comme ça dans le milliard. C'est comme ça, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a des gens dans la vie là? Je ne parle pas d'ici. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de ici. Astou. Astou. Il y a Hortense ici. Hortense, il y a I, non? Voilà. Donc, c'est notre spécialiste en français ici, Hortense. Donc, suivez bien. Dans la vie réelle, il y a des gens qui en ont. N'est-ce pas? Ou bien? Par exemple, le boy, comment il s'appelle? Le Tesla là. Le Musk. On est d'accord? Non, il y a des gens qui ont 100 milliards. Mais suivez bien. Les gens, supposons qu'on prend 10 personnes qui ont 100 milliards. Supposons qu'on prend 10 personnes qui ont 100 milliards. Est-ce que c'est possible d'avoir 100 milliards et avoir le bonheur? Le bonheur. Vivre le bonheur. Je demande. C'est possible d'avoir 100 milliards de vivre dans le bonheur. Qui sont pour et qui sont contre? Genre, pour que si une personne a 100 milliards, la personne peut, du moins jusqu'à 80%, vivre dans le bonheur. Pour. Dans les autres, là, ça veut dire que lorsqu'on a 400 milliards, on ne peut pas être dans le bonheur. C'est ça? C'est pas possible, non? Si on a 100 milliards, on ne peut pas être dans le bonheur. C'est ça? Pourquoi? Il y a les parents. De toi. Mais Musk, non? Pourquoi? Musk. Est-ce qu'il n'a pas ça? Elon Musk. Non, je demande. On va prendre juste des exemples qui sont réels, quoi. Ça ne veut pas dire que si tu as 100 milliards, forcément, on va te. Tu vois? Tu as pas de. Ok, je vois. Donc, en fait, on sait quand même que si une personne a 100 milliards, en tout cas la majorité, peuvent vivre dans le bonheur. Mais non. Il y a beaucoup qui ont dit qu'une personne qui a 100 milliards ne peut pas vivre dans le bonheur, et je peux le comprendre aussi. Mais je suppose. Mais supposons qu'aujourd'hui, on vous donne 100 milliards. Hein? Non, mais supposons. On suppose. Aujourd'hui, on vous donne 100 milliards. Suivez bien. On vous donne 100 milliards. Vous allez accepter.
force, madame, tu vas tout à l'heure, tu disais que quand tu as 100 milliards, tu peux pas être dans le bonheur. Voilà. Si on te donne 100 milliards, tu vas accepter. Oui, tu vas accepter 100 milliards. 100 millions. Oui, on te donne 100 milliards. Oui. Ici, on te donne 100 milliards. Tu vas accepter. 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards cash. Si on n'a même pas beaucoup d'argent, on te donne 100 milliards. On va demander si c'est de quoi. On te donne 100 milliards. Même si c'est en dollars, en qui 100 milliards, c'est de quel franc? Quel franc encore? Pas guinéen. Pas guinéen. Même si c'est 100 milliards francs guinéens, ça fait des millions. Oui. Il ne réfléchit pas. Non, moi je réfléchis avec des millions. En fait, l'objectif, quand tu te donnes ça gratuitement. Gratuit. Oui. Tu acceptes. Ouais. Attends. Madame ici, à côté. Tu acceptes. Tu acceptes. L'autre. Ok. Voilà. Comment? Je vais demander des hommes et des filles. Les hommes, ils vont pas accepter. Hein, toutes les filles. Ça même c'est pas. On ne peut pas avoir une fille qui n'accepte pas, c'est pas possible. En tout cas, donc, maintenant, suivez bien. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui? Parce que c'est facile de dire que si on vous donne 100 milliards, mais dans la vie, personne ne va vous donner 100 milliards. Non, personne. Même si on a supposé, ne rêvez pas, personne ne va vous donner 100 milliards. On est d'accord? Même votre papa non plus. Peut-être que s'il est milliardaire et qu'il part, il n'y a pas de souci, vous héritez. Mais tant qu'il est toujours en vie, il ne vous donne pas. Non, il peut vous laisser, il peut vous confier genre la gestion de la chose, mais sans vous donner. Ça c'est autre chose. On est d'accord? Mais s'il n'est pas là, ça devient votre propriété, peut-être. Tu vous héritez. Maintenant, donc, suivez bien. Personne ne va vous donner ça. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'avoir. C'est ça la différence. Personne ne va vous le donner, mais c'est possible que vous le trouvez. Maintenant, si aujourd'hui, tout le monde veut être milliardaire, parce que je suppose, tout le monde veut être milliardaire ici. Qui ne veut pas être milliardaire? Tu veux être millionnaire? Ok. Il y a une personne qui ne veut pas être milliardaire, mais quand même millionnaire. On est d'accord. Que ce soit million, milliard, à peu près c'est la même chose. Du moins, on a un petit peu quelque chose, c'est ce que je veux dire. Maintenant, donc, suivez bien, qu'est-ce qui aujourd'hui vous empêche d'avoir ces milliards, ou bien ces millions? La motivation. C'est ce que je cherche à savoir. Qu'est-ce qui vous empêche à les avoir? Toi, par exemple, qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des millions? Oui, je parle de ce moment. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des millions? Moi, je veux les choses concrètes. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir les millions, des milliards? Qu'est-ce qui vous empêche? Le travail. Mais ne pensez pas que le travail va venir vous chercher. Est-ce que vous cherchez le travail? Donc toi, tu cherches le travail, mais tu n'as pas encore trouvé. Disons que c'est ça qui t'empêche d'avoir des milliards. Par n'importe quel travail. Par exemple, donne un exemple. Quel genre de travail? Non, mais si tu veux vendre de la drogue, personne ne t'empêche de le vendre. Ah ouais. Où trouver? Mais est-ce que tu cherches? Si tu cherches trouver la drogue, tu vas le trouver. Je t'assure, c'est le métier le plus. En tout cas, tu vas le trouver. Parmi tous les métiers là, il y a un métier, si tu veux faire, tu peux le faire, c'est la drogue. C'est quelque chose que je ne te conseille pas. On est bien d'accord. Mais les autres métiers, il y a des gens qui occupent les postes. La drogue, non. Les gens là même cherchent des gens et ils n'en trouvent pas. C'est un métier risqué. Tu comprends? Ok, donc disons que on va changer le type de métier que tu veux. Quel métier par exemple tu veux qui t'empêche? Et toi, tu disais quoi? Un projet, c'est un projet concret qui te manque, ou du moins ce qui se trouve être l'obstacle entre les millions et toi. Qui d'autre? Oui. Les taxes.
Mais toi, tu fais quoi pour payer les taxes? Non, moi je parle de la situation actuelle. Quand tu me dis taxes, c'est comme si aujourd'hui, tous les jours, l'État te prend des taxes. Et donc, c'est ce qui t'empêche d'avoir des billes. La situation actuelle. Mais on ne te prend pas des taxes. Quel genre de taxes on te prend? Oui, mais moi je parle de pour le moment. Pour le moment, qu'est-ce qui vous empêche? Bon, on peut parler de ça, monsieur, de ça. De ça, c'est l'État vous empêche d'avoir des billes. Mais bon, vous n'êtes pas sérieux. Bon, ok, je suis d'accord. Non, non, c'est une raison. Non, c'est une raison, je comprends. Mais quand t'empêche, toi, et pas forcément les autres. C'est bon? Donc, chacun a ses raisons. Ici, vous avez des raisons. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des milliards? Ou bien qu'est-ce qui vous empêche? Toi, c'est. Non, mais moi, c'est. C'est moi le patron. Le patron de la casse. Donc, c'est moi qui pose ces questions. Qu'est-ce qui t'empêche, toi? Pas des milliards. Non, tu ne sais même pas dans quelle situation moi je vais trouver. Je ne sais pas. Ça fait 4 ans que j'enseigne, 4 ans que je travaille. Donc, tu ne connais absolument pas ma situation. Tu vois, moi je te demande concrètement, toi, qu'est-ce que tu demandes? Parce que je suis étudiant. Parce que je suis étudiant, comme lui, disant que parce que c'est des études, c'est ça, c'est ça. Non, les autres, en fait, c'est parce que j'ai le choix. Le choix? Oui, on me donnait, on me loge. Si j'étais à la rue, j'aurais tout fait pour avoir. Ce qui veut dire qu'il y a des gens où on les loge qui n'ont pas de milliards. Des millions. Non, je te pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas des gens où on les loge et puis ils n'ont pas de millions? On sait qu'il y a des gens qui sont toujours sur la parole mais qui ont d'argent. Donc ne dis pas parce qu'on les loge. Vous attendez quoi? Non, je prends toujours vos réponses là. Mais je donne un exemple, par exemple, comme lui, il disait, parce qu'il est toujours sur le banc d'école, je dis par exemple, il y a des gens qui sont toujours sur le banc d'école, mais qui ont des millions. Mais ça, c'est sa raison. Toi aussi, tu veux lui donner ta raison. Mais on peut trouver toujours quelque chose qui montre le contraire. Un exemple d'une personne qui est dans la même situation que toi, c'est-à-dire, il vient à l'école ou bien qu'on louche, mais qui a des millions. On est bien d'accord? Tu comprends ce que je veux dire? D'autres raisons? Oui. L'Africain. Mais Dangote, tu connais combien il a comme argent? C'est un Africain? Non, mais non, c'est ce que je as dit. Il y a des jeunes ici au Sénégal qui sont des millionnaires. Des milliards même, je dis. J'ai pas entendu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui vous empêche d'avoir de l'argent. Des principes. Moi, je pense que la plupart des personnes, ils ont des principes. Non, mais 100 milliards. Tu fais comment pour gagner 100 milliards? C'est ce que je cherche. Qu'est-ce qui t'empêche, monsieur le monsieur? Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir capacité, c'est quoi? Les compétences nécessaires. Les compétences, c'est la même chose. Les compétences. On est d'accord? Quel genre de compétences vous cherchez pour avoir les milliers? De gestion. De gestion. Mais pourquoi tu n'as pas choisi de faire tu as choisi de faire la cybersécurité? Parce que si c'est la gestion qui vous manque, il faut chercher à faire la gestion. Ok, toi, quel genre de compétences tu as? Ok, suivez bien donc. Il y a des gens qui ont des milliards qui n'ont aucune compétence. Je donne un exemple. Si aujourd'hui, Abilene a des millions, ce n'est pas en fonction de ses compétences. Abilene, je ne sais pas comment vous l'appelez. Ces milliards ne viennent d'aucune compétence. Abilene, quelle compétence lui a permis d'avoir des milliards? Ça, c'est pas une compétence. Tu peux le faire, n'est-ce pas? En fait, quand tu dis compétence, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Très bien, donc,
Il n'y a pas, je n'ai pas, en fait, je n'ai pas une raison ou bien une solution miracle, en fait. Il n'y a pas une solution miracle. Je n'ai pas une raison absolue qui vous empêche d'avoir des millions. Non, je n'ai absolument pas une raison absolue. Du moins, une réponse absolue. Mais par contre, il y a une chose. Si aujourd'hui, je vous demande que dans la journée, est-ce que vous pouvez trouver 25 francs? Je dis, est-ce que dans la journée, vous pouvez décider d'avoir 25 francs? 27, je n'ai pas dit 25 000, 25 000, non, 25 francs. 25 francs. Ah, tu peux trouver 25 francs dans la journée. Hortense. Madame, rappelle-moi le nom. Tu peux trouver 25 francs. Bon, pour les femmes, on sait quand même que c'est un peu plus simple. Prenons l'exemple des hommes. Parenthèse, c'est le mot, parenthèse. Prenons l'exemple des hommes. Pour les hommes, qui est-ce qui peut trouver 25 francs? Ou bien, qui est-ce qui ne peut pas trouver 25 francs dans la journée? Qui dit ça? Genre, je ne peux pas, je n'ai pas la possibilité de trouver 25 francs. Ça veut dire que tout le monde peut trouver 25 francs. On est bien d'accord. Ok, parfait, on est là, vous me suivez. Maintenant, qui est-ce qui peut trouver 100 francs? Bon, je ne vais même pas parler de qui est-ce qui peut trouver 100 francs. À partir de là, suivez bien, à partir du moment où vous savez comment trouver 25 francs, vous pouvez faire pour trouver 100 francs. On est d'accord? Si vous savez comment trouver 25 francs, vous pouvez trouver 100 francs. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Non, quand on te donne, c'est pas forcément que c'est forcément la manière. Tu peux chercher une autre manière pour donner 25 francs. Pas forcément les demander une fois. Tu vois? Il y a beaucoup de boulot. C'est juste que souvent, vous voulez travailler dans des choses où on vous va comme ça. Non, c'est un exemple, je dis. Il y a des boulots ici, en fait, que tout le monde peut faire pour trouver de l'argent. Le problème, c'est quoi? Le complexe, là, dès que vous rentrez à l'université, non, mais ouais, moi, je ne vais pas aller travailler dans ce truc-là, on va me voir, les meufs, les choses du genre. Tu vois? Ça peut pas des choses comme ça. Il y a des petits métiers ici qu'on sous-estime. Parce qu'on dit qu'on ne trouve pas de métier. Parce que nous, on veut des métiers où on nous paye 100 000, 200 000. C'est ça qui nous pose souvent. Mais non, ça, c'est juste une parenthèse. Donc, 25 francs, une personne peut trouver 25 francs. Et quand vous répétez cette même procédure 4 fois, vous avez 100 francs. Et donc, ce qui veut dire que si je vous demande dans la journée, vous pouvez trouver 1000 francs, c'est possible. Parce que vous savez comment trouver 25 francs. Et vous devez répéter la même procédure plusieurs fois pour trouver 1000 francs. Et si vous trouvez 1000 francs, ça veut dire que vous pouvez répéter la même chose pour trouver 10 000, peut-être dans 2 jours, ou bien dans une semaine. Mais ensuite, si vous avez fait 20 ans ou bien 22 ans, ça veut dire que même juste en un an, et que vous répétez les mêmes procédures de 25 francs, là vous pouvez trouver 1 million. C'est un exemple, je dis 1 an. Non, j'ai donné un exemple de 25, mais il y a des gens qui savent comment trouver 100 francs, 200 francs directement dans la journée. C'est juste un exemple. Tu vois, il y a des gens qui savent comment trouver 500 dans la journée. Donc, ils peuvent automatiser ou optimiser quoi. Donc, suivez bien. Donc, quand vous savez comment trouver 25 fois, vous répétez 4 fois, ça fait 100 francs. Quand vous savez comment trouver 25 fois, vous répétez combien pour faire 500? 50 fois. 4 fois 5, 20 fois, vous trouvez 500. On est bien d'accord? Bon, ensuite, d'abord, au fond. Donc, c'est ça, en fait, la notion du chapitre suivant. Le chapitre suivant, c'est voir comment est-ce que nous, on peut automatiser ou répéter un certain nombre d'actions. On appelle les boucles. Les boucles, c'est tout simplement ce qu'on appelle des structures répétitives. Si vous savez comment fonctionne quelque chose, vous pouvez la répéter plusieurs fois. Si on sait comment trouver 25 fois, on peut répéter la même action plusieurs fois. On est bien d'accord? Et nous, on va essayer de voir maintenant comment concrètement on fait ces choses-là. Et c'est important parce que demain, on va travailler après dessus. Alors, pour les boucles là, il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, on utilise très souvent 3 types de boucles. À savoir la boucle dite for, la boucle dite while, et on va voir ce qu'on appelle la syntaxe. La boucle dite do while. Ok. Maintenant le premier. La boucle for, la syntaxe. On écrit for, on met condition
initiale. Condition initiale. On met point virgule. On va mettre condition d'arrêt. On met point virgule. Et puis, on met le pas. Je vais mettre ici le pas ou bien l'avancement. Et puis on met le crochet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la syntaxe. C'est-à-dire quoi? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsqu'on veut utiliser une boucle for, on connaît combien de fois. Par exemple, nous, on sait comment trouver 25. Et l'objectif, c'est de pouvoir trouver 500. Donc ça veut dire qu'on sait exactement combien de fois il faut répéter 25 pour trouver 500 fois. On est bien d'accord? Donc, dans ce cas-là, quand on connaît combien de fois on va répéter l'exécution, on va utiliser la boucle for. Et la boucle for, la syntaxe, c'est quoi? For, condition initiale. Par exemple, 25 fois combien pour donne 500? Ça fait combien de répétitions? Ça fait 20, n'est-ce pas? 20 pour nous donner 500. Ok. Donc, tu es bien. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? On va dire quoi? Pour la première fois. Pour la première fois, parce que nous, on veut faire traiter 200. On veut traiter 20 fois le fait de trouver 25 fois. Donc, on va dire quoi? Je prends 25 fois là, je vais le mettre ici. Donc, ce qui me permet de trouver 25 fois. Je vais le mettre ici et je vais le répéter 20 fois. Mais avant de répéter 20 fois, on fait d'abord une première répétition. On est bien d'accord? Avant de prouver, du moins avant de pouvoir répéter ou bien de faire ou bien de chercher 500, il faut d'abord chercher le premier 25. Et ce qu'on appelle la condition initiale. On commence d'abord par traiter la première fois. Et puis on va traiter jusqu'à 20 fois. Et on va dire comment traiter de la première fois, maintenant jusqu'à 20 fois, ce qu'on appelle le pas. La condition initiale, pour expliquer qu'on va d'abord commencer par gagner le premier 25 fois. La condition d'arrêt, on va dire qu'on va gagner ce 25 fois-là, on va répéter ça combien de fois? 20 fois. C'est-à-dire la condition d'arrêt, c'est le nombre de répétitions. Et puis maintenant, on va dire comment quitter de la première répétition jusqu'à la 20e répétition. On va le dire ici qu'on appelle le pas d'avancement. On va prendre un exemple un peu plus simple. Supposons que moi, je veux afficher le message bonjour 10 fois. Juste le mot bonjour. Je sais comment on affiche bonjour, c'est-à-dire printf bonjour. C'est comme ça qu'on affiche bonjour. Mais je ne vais pas dire bonjour, bonjour. Je vais faire en ce sens que j'utilise une boucle et je fais une seule fois printf bonjour et lui il me l'affiche 20 fois. Alors, juste à gauche ici, on va essayer de voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais avoir, et en général, on va utiliser ce qu'on appelle un indice de parcours qui va nous permettre de savoir est-ce qu'on a traité le nombre de répétitions possibles. Nous, on veut afficher 10 fois. Donc, on va faire 10 répétitions de printf bonjour. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, lorsqu'on dit for, on va dire i commence à 1. Pour dire quoi? On va commencer d'abord par afficher le premier bonjour. Le i est égal à 1, c'est la condition initiale. Condition initiale, c'est-à-dire le premier bonjour. On va afficher, et on va dire qu'on va afficher jusqu'à ce qu'on trouve 20, c'est-à-dire qu'on répète ça jusqu'à 20 fois. Donc quand i est égal à 1, après, ainsi de suite, jusqu'à ce que i atteint 20 pour dire qu'on a fait 20 répétitions. Maintenant, après, il faut 10. C'est 10, hein? C'est pas 20. On va afficher 10 fois le bonjour. Ok, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? On quitte 1 et notre objectif est d'atteindre 10. Il faut montrer maintenant comment faire pour que, après 1 là, on avance pour aller jusqu'à atteindre 10. Et c'est ce qu'on appelle le troisième paramètre, le pas d'avancement. On peut dire on fait une répétition, après la deuxième répétition, après la troisième répétition, ça veut dire que j'avance de plus 1. Après 1, je traite la deuxième répétition. Après 2, je traite la troisième répétition. Donc j'avance de plus 1, par pas de 1. Donc je fais ici, i est égal i plus 1. Pour lui dire que j'avance de 1. Et maintenant, qu'est-ce que je dis tout simplement? Intf, bonjour à l'écran. Je dis bonjour. Anti/n. Donc ce qui se passe, c'est quoi? Si je fais ça là,
il va afficher le message bonjour à l'écran 10 fois. Parce que je l'ai automatisé dans ce qu'on appelle une structure itérative ou bien une structure répétitive. Comment concrètement ça se passe avec la boucle for? Vous dites à partir de quand on commence la première fois, ou bien la première répétition. Et une fois qu'on a fait la première répétition, on va faire ça jusqu'à combien de fois? Et maintenant, dire comment quitter de là jusqu'à atteindre ça, ici dans le troisième paramètre. Chose qu'on appelle le pas d'avancement. Donc si on avance de 1, de 1, de 1, chaque répétition, ça va faire 10 fois le mot bonjour. Je vais juste le mettre ici, au tableau, vite fait. On va faire ce programme-là vite. Book start. Ok. Donc, j'ai juste mis i ici. Voilà. Et je fais for i est égal à 1, i inférieur ou est égal à 10, i est égal à i plus 1. Et je dis printf. Et là, je dis bonjour anti/n. Ok. Si je lance ce message, j'ai fait une seule fois printf bonjour, mais lui, à l'écran, il m'affiche ce bonjour 10 fois. Il répète tout simplement l'affichage là 10 fois. On est bien d'accord? Donc j'ai fait qu'une seule ligne. Voyez donc, qu'est-ce que je dis? Ici, je dis for i commence à 1 pour dire qu'on va commencer par traiter la première répétition. Et qu'est-ce qui doit se passer pour chaque répétition? C'est ce message-là que je demande d'afficher à l'écran. Donc je dis, je commence par la première répétition et je dois aller atteindre 10 répétitions. Quand je dis i inférieur est égal à 10, je dis que je pars jusqu'à trouver 10. Mais je quitte 1 pour dire que c'est la première répétition. Et i inférieur est égal, ça dit que je pars jusqu'à atteindre 10. Maintenant, quitter de 1 jusqu'à 10 là, on précise ici comment on avance. Donc on dit i est égal à i plus 1, ça veut dire que lorsque i est égal à 1 et qu'on affiche bonjour, après il va avancer de 1 pas. Ça fait 2. Lorsqu'il est égal à 2, il affiche le deuxième bonjour. Après, le prochain i, ça veut dire 2 plus 1, c'est-à-dire 3. Et il va avancer jusqu'à ce qu'il atteigne 10 là. Donc c'est ce qu'on appelle la boucle for, qui a 3 paramètres. Condition initiale, condition à atteindre ou bien condition d'arrêt, et puis le pas. Le pas peut être positif tout comme ça peut être négatif. Il faut savoir que c'est ici ce qu'on appelle le pas. On est bien d'accord? Maintenant, le pas aussi peut changer. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des gens qui sont courts, et ce qu'on appelle des gens qui sont longs. On est bien d'accord? Si on prend deux personnes, une personne qui est courte et une personne qui est longue, lorsque une personne longue fait un pas, celui qui est court fait 2 pas. On est bien d'accord pour l'atteindre. En fait, pour vous dire que si je fais par pas de 1, c'est-à-dire que c'est une personne courte, mais une personne longue peut avancer de 2 pas directement. On est bien d'accord? Une personne peut avancer de 2 pas. En réalité, quand on dit un pas, suivez bien. Quand on dit un pas, ça veut dire que lorsque i commence à 1, après il passe à 2. Ça c'est pour pas de 1. Pas est égal à 1, c'est-à-dire i plus 1. Après il passe à 3, il passe à 4. Ainsi de suite. Lorsqu'on dit pas est égal à 2, ça veut dire qu'on avance de 2 pas. Si i commence à 1, la prochaine valeur, c'est 1 plus 2. On est bien d'accord? 1 plus 2, ça veut dire 3. Ce qui veut dire la prochaine 5, la prochaine 7. On est bien d'accord? Maintenant, suivez bien. Là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Supposons que je change de pas et que je dis i plus 2. Combien de bonjour je verrai à l'écran? Je fais i est égal à i plus 2. Ça veut dire quoi? Suivez bien. On est bien d'accord que par pas de 1, pour chaque avancement, on affiche bonjour. Et donc 1, 2, 3 jusqu'à 10, ça fait 10 fois le mot bonjour. Et par pas de 1. On est bien d'accord? Mais si je fais par pas de 2, donc il va afficher 1 bonjour, 2 bonjours, 3 bonjours, 4 bonjours. Après 7, c'est 9,
Ça fait combien? Ça fait 5 fois. Il va faire l'affichage. Regardez bien, si je lance. Et c'est ce qu'on appelle le pas d'avancement. Voilà. Il affiche ici 5 fois. Rien n'est sorti en fait. Mais il faut juste comprendre comment une boucle for fonctionne. On a une condition initiale, on a une condition à atteindre, et puis on dit comment quitter la condition initiale jusqu'à la condition finale. Maintenant, suivez bien. Quand je quitte quelque chose de plus petit et que je dois aller sur quelque chose de plus grand, je dis inférieur ou est égal. Mais après, je pourrais faire l'inverse. Je peux quitter de plus grand au plus petit. Dans ce cas, je dis supérieur ou est égal. Donc, lorsque vous quittez de plus petit pour atteindre quelque chose de plus grand, vous êtes inférieur ou est égal jusqu'à ce que vous l'atteignez. Donc, quand je dis 1 jusqu'à 10, je dis inférieur ou est égal. Maintenant, si je disais ici supérieur ou est égal, ce qui va se passer, c'est quoi? Si je lance ce programme, on ne voit rien tout simplement. On est bien d'accord? Parce que nous, on quitte de plus petit pour aller au plus grand et on dit quand i est supérieur ou est égal à 10, mais à aucun moment i est supérieur à 10. I est égal à 1, la condition initiale. Il n'est pas supérieur à 10, donc il ne rentre pas. Pour amener maintenant à la dernière chose qu'il faut comprendre sur la structure itérative for. La structure itérative for, c'est une boucle là qui sera exécutée que si cette condition qu'on a mise ici, la condition d'arrêt, est vérifiée au moins une fois. Si ce n'est pas vérifié, on ne rentre même pas dans la boucle. Tant que la condition qu'on place ici n'est pas vérifiée, on ne rentre pas. Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a mis une boucle for, on met i est égal à 1 et on dit i supérieur ou est égal à 10, mais 1 n'est pas supérieur ou est égal à 10, donc on ne peut même pas rentrer dans cette boucle-là. On ne peut pas rentrer parce que la valeur à l'instant de i, la première valeur de i c'est 1, et comme 1 n'est pas supérieur à 10, on ne rentre pas. On rentre dans la boucle lorsque cette condition est vérifiée. Ce qui veut dire qu'il faudrait que la valeur ici là respecte cette condition-là. Sinon, on ne rentre même pas. Et donc, qu'est-ce que je dis? Si on prie le plus petit au plus grand, le signe, ça doit être inférieur ou est égal. Maintenant, pour être sûr, pour voir en réalité quelque chose, c'est-à-dire on va essayer d'afficher les valeurs de i. Ici, je mets bonjour, pourcentage d, et je mets virgule i. On va essayer d'afficher les valeurs que peuvent prendre i. Donc je dis i est égal à i plus, je ramène ça à i plus 1, et on va afficher les 10 bonjours, et vous allez voir pour chaque bonjour, quelle valeur de i il affiche à côté. Il va afficher naturellement 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez que lorsqu'on fait par part de 1, i commence d'abord par sa valeur initiale. Après, il avance plus 1. Après, il avance plus 1. Avant, il avance plus 1. Ainsi de suite. Et donc, c'est ce qu'on appelle une structure itérative. Quand est-ce qu'on utilise des boucles? Lorsqu'on veut répéter une série d'instructions plusieurs fois. Par exemple, je vous demande d'écrire un programme qui permet de saisir 100 valeurs entières. Si on n'a pas vu les boucles, vous êtes obligé de créer 100 variables. Faire 100 printf et faire 100 scanf pourcentage. Or, avec la notion des boucles, je peux créer juste une seule variable de type entier et je fais juste une boucle qui fait 100 itérations dans laquelle je demande de saisir et il va répéter ça 100 fois. C'est-à-dire qu'il saisit 100 entiers. Avec 5 lignes de code, on peut faire quelque chose qu'au début, on pouvait le faire en 1 million de lignes de code. Et donc, c'est ça l'objectif de ce qu'on appelle le chapitre 3, les structures itératives, les boucles. Et donc, ça, c'est la première, la boucle for. Il en existe deux autres. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle la boucle while et il y a ce qu'on appelle la boucle deep do while. Jusque-là, vous me suivez? Si on met, supposons qu'on mettait i est égal à 15 et qu'on mettait ici i supérieur. Comme ça. On est bien d'accord? Maintenant, comprenez bien, i plus 1, ça veut dire qu'à chaque fois, il prend la valeur de i, il ajoute plus 1. Nous, on quitte de 15 et on doit partir jusqu'à 10. On va avancer dans quelle manière? Dans quel sens? Il faut reculer, puisqu'on quitte de 10, donc de 15 de moins pour partir jusqu'à 10. Au lieu de dire avancer de plus, ça veut dire que 15 partira à 16, 17, parce qu'on fait plus 1. 18, il ne fait que avancer. Or, nous, on doit atteindre 10. Donc, il faut reculer. On va dire, voilà, on va dire moins 1.
On va dire moins 1. Mais non, si on fait moins 1, on quitte de 15 à 10, ça fait combien d'itérations? Exactement. Donc, si je lance, regarde, il va afficher 15. Il va afficher bonjour 15, bonjour 14. Cependant, il affiche comment ici? Bon, j'ai dit supérieur ou est égal. Lorsqu'on dit 15 jusqu'à 10, ça fait normalement 6. C'est ça, non? 15, 14, 13, 12, 11, 10. Parce que j'ai dit supérieur ou est égal, ça fait 6. C'est bon? Donc c'est normal, il affiche 15, 14, et le moins, là, ça veut dire qu'il diminue à chaque fois la valeur de i, moins 1, moins 1, moins 1, moins 1. C'est bon? Oui, ta question c'était quoi? Quand tu dis écris exactement mon code, il faut bien voir. La fin, c'est-à-dire où? Ici. Non, ça n'a rien à voir avec le mot-clé return. Return 0 ici, ça n'a rien à voir avec lui. Même si je mets return 0, ça va m'afficher quand même les valeurs que j'ai vues tout à l'heure. Le mot-clé return 0 n'est pas ton souci en fait. Ton souci, c'est forcément dans le code. Est-ce que tu sépares bien les paramètres par point virgule d'abord? Ok. Tu as créé la variable int. Oui. Tu lui as donné quelle valeur? Regarde exactement ce que tu as là-bas. Toi, tu as dit i est égal à 1. Dis-moi exactement ce que tu vois. I est égal à 1. Point virgule. I inférieur ou est égal à 10. Point virgule. I est égal à i plus 1. Exactement. Non, 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 non. Ça n'a rien à voir avec ce que tu as ouvert. Je disais tantôt au début du cours que un point virgule, c'est pour arrêter une instruction. Point virgule, c'est pour arrêter une instruction. Quand vous mettez if entre parenthèses point virgule, l'accolade du if ne dépend pas du if en fait. Tout comme lorsque je mets for et je mets point virgule, tout ce qui se passe ici n'appartient pas au for. Le point virgule veut dire que notre for s'arrête là. Quand on dit point virgule, arrête ce qu'on appelle une instruction. Quand tu dis for et que tu mets point virgule, regarde, ça là ne fait pas partie de ton for. Ça là, ça ne fait pas partie de ton for. Ton for s'arrête là, avec le point virgule. Tu vois le truc? Donc chaque fois que vous mettez point virgule, sachez que le point virgule arrête tout simplement l'exécution de la chose. Exactement. Donc, n'oubliez pas. Une autre question. Bon, il est time. Demain, on va voir les deux autres boucles. Suba, Inch'Allah. Ah, moi, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué, mais je vais voir. Je vais voir. Je vais y réfléchir. Hein? Je vais y réfléchir. Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? D'ici demain. Demain, tu vas courir jusqu'à quelle heure? Bon, c'est mieux qu'on attend juste. On attend juste les fêtes. Voilà, je vais tester. Je vais te mettre à chaque fois. Oui. F flush. F flush. F flush. ST F flush. ST